Imaginez un instant, vous êtes en guerre, votre armée compte des dizaines de milliers d'hommes. La cavalerie a un besoin vital d'armes de poing. Mais vous n'avez quasiment pas d'usine, pas d'acier, et vos côtes sont soumises à un blocus impitoyable par l'ennemi. C'est exactement la situation cauchemardesque dans laquelle se trouve la Confédération au début de la guerre de sécession américaine en 1861. Pour s'armer, le Sud va devoir faire preuve d'une incroyable ingéniosité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'une des armes les plus fascinantes et des plus rares de ce conflit, le revolver Spiller-Heber. Une arme créée d'un contrat miraculeux de 15 000 pièces, mais dont la production s'est transformée en un véritable chemin de croix industriel. Installez-vous confortablement, on part dans les usines fumantes du sud des États-Unis. Novembre 1861. La guerre a éclaté quelques mois plus tôt. L'armée confédérée a désespérément besoin de revolvers pour sa cavalerie. La référence de l'époque, c'est le revolver Colt Navy 1851. Mais les usines Colt sont dans le nord, au Connecticut. Impossible de s'y fournir. C'est là que rentrent en scène deux hommes d'affaires de Virginie. Edward Spiller, un ancien marchand de Baltimore, et David Burr, un fabricant de machines à vapeur de Richmond. Ce sont des hommes riches, ils ont l'esprit d'entreprise, mais ils ont un problème de taille, ils n'y connaissent absolument rien à la fabrication des armes à feu. Pour décrocher un contrat gouvernemental, ils ont besoin d'un expert. Et ils vont s'associer avec le meilleur, le lieutenant-colonel James Burton. Retenez bien ce nom, James Burton n'est pas n'importe qui. C'est un machiniste de génie de renommée mondiale. Avant la guerre, il travaillait à l'arsenal de Harper's Ferry. C'est d'ailleurs lui qui a modifié et perfectionné la fameuse balle Minier, inventée par le français Claude Minier. Avec le carnet d'adresses de Burton, au sein du département de l'ordonnance confédérée, le succès est garanti. Le 20 novembre 1861, le trio décroche le gros lot. Un contrat pour fabriquer 15 000 revolvers de calibre 36, au prix de 40 $ pour les 5 000 premiers. Sur le papier, il est censé être une copie du Colt Navy. Ils ont 2 ans et demi pour honorer la commande. Mais Burton a une autre idée en tête. Bien que le gouvernement ait commandé des clones de Colt Navy, Burton convainc ses supérieurs qu'il a une meilleure arme à copier. Burton jette son dévolu sur le revolver Whitney. Le second modèle, premier type pour être exact. Le Whitney a un énorme avantage sur le Colt. Il possède ce qu'on appelle une carcasse fermée. Sur un Colt de l'époque, le canon et la carcasse sont 2 pièces séparées, maintenues par une simple clavette. Sur le Whitney, un pontet rigide relie le haut de la carcasse au canon, rendant l'arme beaucoup plus robuste. De plus, son usinage est jugé plus simple et moins coûteux. Le Spiller-Heber est un revolver à percussion. On charge la poudre noire et la balle de plomb par l'avant du barillet. Il tire 6 coups de calibre 36. Il a un canon octogonal d'environ 19 cm. Il fonctionne en simple action, c'est-à-dire qu'il faut armer le chien avant chaque tir. Mais concevoir l'arme sur le papier est une chose, la fabriquer au cœur de la Confédération en est une autre. Très vite, la réalité de la guerre rattrape nos entrepreneurs. L'Union a mis en place un blocus naval impitoyable, le plan Anaconda, qui étouffe l'économie du Sud. Les matières premières viennent à manquer cruellement, notamment l'acier et le fer de bonne qualité. C'est ici que l'ingéniosité sudiste va devoir s'exprimer. Et c'est ce qui donne au Spiller-Heber son aspect si caractéristique. Premièrement, la carcasse. Normalement, un revolver Whitney a une carcasse en fer ou en acier. Faute de fer en quantité suffisante, Spiller-Heber se rabat sur le laiton, un alliage de cuivre et de zinc, beaucoup plus facile à fondre et à mouler. On peut récupérer des cloches ou des ustensiles pour le fabriquer. C'est ce qui donne cette magnifique couleur dorée à l'arme. Vers la fin de la production, on utilisera même un bronze spécifique mélangé à du plomb et un peu de nickel, qu'on appelait le valve bronze. Le problème du laiton, c'est qu'il est beaucoup plus mou que l'acier. Avec de fortes charges de poudre, la carcasse avait tendance à s'étirer et l'arme perdait son alignement. Deuxièmement, le barillet. C'est lui qui encaisse toute la pression de l'explosion. Spiller-Heber n'ont pas l'acier nécessaire pour faire des barillets solides. S'ils utilisent du fer standard, le barillet risque d'exploser à la tête du tireur. Leur solution, une technique d'une intelligence remarquable, ils prennent des barres de fer qui chauffent à blanc, puis les torsadent. Cette torsion vient compresser le grain du métal et faire en sorte qu'aucune ligne de faiblesse ne soit parallèle aux chambres du barillet. C'était vital pour empêcher l'arme d'exploser sous la pression. Spiller, Burr et Burton installent initialement leur usine à Richmond, la capitale confédérée. Mais en mai 1862, les troupes de l'Union se font de plus en plus menaçantes. Le gouvernement décide de transférer l'expert Burton plus au sud en Géorgie. Sans lui, les deux hommes d'affaires sont perdus. Ils décident de le suivre et déménagent leur usine à Atlanta, à l'emplacement d'un ancien moulin à farine. Mais c'est un cauchemar logistique. Il n'y a pas d'ouvriers qualifiés, le contrat exigeait 15 000 armes, et en janvier 1863, ils doivent en livrer 600 par mois. Savez-vous combien d'armes ils ont livré en mai 1863 7 revolvers. C'est un échec. Et les experts militaires sont exigeants. Lors d'un envoi de 40 armes à l'arsenal de Mâcon,
En 1863, 33 sont renvoyés à l'usine, jugées défectueuses et mal finies. Lassés, ruinés par les retards et incapables d'atteindre les quotas, Spiller et Burr jettent l'éponge. En janvier 1864, le gouvernement confédéré, qui a absolument besoin d'armes, rachète l'entreprise pour la somme de 190 804 $. De l'époque, environ 3 millions de dollars d'aujourd'hui. La machinerie est démontée et envoyée encore plus au sud, à l'arsenal de Mâcon en Géorgie, loin des combats. Là-bas, le gouvernement assemble ce qu'il peut avec les pièces restantes. Mais la fin est inéluctable. À la fin de l'année 1864, l'impitoyable général nordiste William Tecumseh entame sa fameuse et dévastatrice marche vers la mer. Ses troupes approchent de Mâcon. Pour éviter la capture, les machines fabriquant les revolvers Spiller sont emballées à la hâte pour être envoyées à Savannah. Elles ne seront jamais remontées. C'est la fin de la production. Au final, sur les 15 000 revolvers prévus par le contrat, combien ont réellement vu le jour? Les historiens estiment que la firme Spiller et Burr à Atlanta n'a pu en terminer qu'environ 762, plus un de présentation. L'arsenal de Mâcon en aura assemblé environ 689. De plus, soit un total estimé entre 1250 et 1450 armes fabriquées pendant toute la durée de la guerre. C'est moins de 10% de l'objectif initial. Le Spiller et Burr n'a pas gagné la guerre pour le Sud. Il a été fabriqué en bien trop petite quantité pour faire la différence. Noyé au milieu des armes importées d'Europe ou des Colts capturés sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, cette arme est une relique fascinante. Elle raconte une histoire de résilience et d'adaptation. Elle montre comment des ingénieurs acculés ont dû tordre du fer et fondre des cloches d'église pour s'armer. Aujourd'hui, un authentique revolver Spiller et Burr d'époque est le saint graal des collectionneurs d'armes de la guerre de sécession. Il se négocie à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Heureusement, les firmes italiennes comme Pieta fabriquent d'excellentes répliques modernes. Si vous voulez ressentir le frisson de tirer avec cette légende. Voilà, j'espère que cette plongée dans l'histoire industrielle et militaire du revolver Spiller et Burr vous a plu. Pilonnez le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater et dites-moi en commentaire quelle arme de la guerre de sécession voudriez-vous que j'analyse. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau saut dans l'histoire. Vous avez envie de soutenir la chaîne? Découvrez ma boutique officielle, casquettes, t-shirts, mugs, serviettes avec des designs uniques inspirés de l'univers de mes vidéos. Le lien de la boutique est dans la description de chaque vidéo. Merci d'avance de votre soutien.